Dans un avion d'à peine plus de 500 kg, tellement agile qu'il peut faire un tour complet sur lui-même en moins d'1 seconde, tellement puissant qu'il pourrait presque faire du vol stationnaire à la verticale, des pilotes réalisent des figures acrobatiques toujours plus extrêmes. Partez à la rencontre de militaires pas comme les autres, les virtuoses de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. La voltige aérienne est intimement liée à l'histoire même de l'aviation. Avec le temps des pionniers des années 1910, la course au record et première traversée en avion font naître de grands noms, et chacun veut inscrire le sien dans la toute naissante, mais pleine de promesses, histoire de l'aviation. Ces pilotes d'essai de la première heure commencent à maîtriser leur appareil et cherchent à en découvrir les limites. En 1910 naissent aux États-Unis les Flying Circus, ou cirques volants, qui permettent aux pilotes de montrer leur maîtrise aérienne au public et pour les plus courageux, de s'adonner au wing walking, discipline encore très impressionnante aujourd'hui. Mais c'est en 1913 que deux pionniers de l'aviation, le français Adolphe Pégoud et le russe Piotr Nesterov, vont réaliser les premières grandes acrobaties aériennes chacun de leur côté, dont le premier vol d'eau et les premières boucles. Évidemment, alors que les machines deviennent de plus en plus fiables et manœuvrantes, de nouvelles figures acrobatiques apparaissent et alors que la Grande Guerre éclate, l'agilité des pilotes et de leurs avions vont faire la différence entre la vie et la mort dans le ciel européen. Cette première guerre mondiale contribue fortement à faire des pilotes de vraies célébrités, qui, à la fin des combats, vont continuer à voler, toujours plus loin et plus longtemps, alors que cette grande guerre a également donné un coup de boost dans le développement d'aéronefs. Et lentement, l'acrobatie aérienne, qui n'a pas encore le nom de voltige, prend forme et s'organise. Quand on demande à Michel Destroyat, pionnier français et créateur de la haute école d'acrobatie aérienne, ce qu'est la voltige, voilà ce qu'il nous répond. Le pilotage d'acrobatie, c'est avant tout un art quand on veut le pratiquer à fond. C'est un art. D'abord parce qu'il s'agit d'un effort gratuit, en ce sens qu'il n'a pas d'utilité pratique. Ensuite, parce qu'il n'a pour but essentiel que la recherche de la maîtrise. Ainsi, un pianiste est un maître quand ses 10 doigts dominent le clavier, et d'acrobatie à dominer totalement son appareil, à en être le maître absolu, à lui faire supporter tous ses caprices. Une fois franchi le stade de l'acrobatie élémentaire, on entre dans le domaine de l'art pur, et le mot acrobatie ne devient plus le mot exact. Il s'agit alors de haute école ou de voltige aérienne, dont le but est de dessiner dans le ciel des arabesques les plus jolies à contempler possibles. D'autant plus jolies que le spectateur aura l'impression qu'elles sont réalisées sans effort, avec grâce et souplesse. Le soir de l'arrivée de Charles Lindbergh à Paris, Michel Destroyat sera le pilote qui fera patienter les centaines de milliers de personnes massées au Bourget, dans l'attente de l'arrivée de l'Américain, et qui réalisera looping,
tonneau et passage au ras des têtes. Après son arrivée triomphale et un peu de repos entrecoupé de rencontres, Lindbergh demande à Michel Destroyat s'ils peuvent voler tous les deux en formation dans des Nieuport français. L'état-major hésite dans un premier temps, par peur de tuer le premier homme à avoir réalisé un New York-Paris, mais ils finissent par accepter. Destroyat, leader, fera un tour de Paris à Lindbergh, ailier. Durant le vol, les deux avions survolent l'Arc de Triomphe, l'ambassade américaine, et tournent autour de la Tour Eiffel au niveau du second étage avant de rentrer au terrain. Mais arrivé là, l'Américain demande aux Français de se lancer dans de la voltige aérienne. Destroyat ne se fait pas prier. Il se lance dans des boucles, des vrilles, et constate que Lindbergh le suit dans les figures. Le magnifique ballet franco-américain est interrompu par une fusée tirée depuis le terrain, sommant aux deux aviateurs de se poser. Le Français atterrit, mais pas l'Américain. Il continue à jouer dans le ciel qu'il préfère tant à la foule et aux journalistes. Il enchaîne les figures, les piquets, les rasemottes, le tout devant les hauts gradés français, plus qu'inquiets. Enfin, il finit par se poser dans la plus grande douceur. Les deux hommes resteront très proches, liés par leur passion commune de l'aviation. Plus tard, en 1934, la France accueille la toute première compétition d'acrobatie aérienne internationale, organisée par l'Aéroclub de France. Les compétitions vont se multiplier dans le monde avant et après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce qu'en 1960, la Fédération aéronautique internationale devienne l'organisatrice officielle du World Aerobatics Championship, toujours disputé aujourd'hui. On voit que maintenant, je pense que la voltige, que ce soit au sein de l'équipe ou même en équipe de France, le niveau n'a jamais été aussi élevé que maintenant. Et en fait, tout ça, on le doit à tous ces pionniers en fait qui ont vraiment su faire évoluer la discipline, partant de presque d'une feuille blanche, et ont réussi en fait à petit à petit, comme on dit, en faisant leur gamme, en mangeant leur pain noir, et bien ensuite à expérimenter, à transmettre et faire ce qu'aujourd'hui l'équipe de voltige de l'armée de l'air est devenue, c'est-à-dire presque on va dire un conservatoire du pilotage, mais également la voltige française, où maintenant on est une des nations qui est vraiment sur le haut du podium, le haut du panier, avec vraiment des pilotes d'exception. Évidemment, les figures ont leurs limites, celles de l'avion bien sûr, mais également du corps du pilote. Un Extra 330 comme celui-ci peut supporter environ 10 G positifs et autant de G négatifs. Mais l'humain, lui, supporte un peu moins ces facteurs de charge extrêmes. Un G est l'équivalent de l'accélération d'un corps vers la Terre par effet de gravité. Quand vous êtes immobile sur notre planète, votre corps subit donc une accélération constante de 1 G vers le centre de la Terre. Mais en mouvement, la valeur change. Par exemple, lorsqu'une voiture accélère, son occupant va subir une accélération vers l'arrière de son siège, en plus de l'accélération constante de 1 G vers le bas en raison de la gravité. En cas de freinage ou de choc, c'est la même chose puisque cette fois, vous subirez une accélération plus ou moins violente vers l'avant. Et en cas de virage, votre corps subira une accélération sur le côté. Dans un avion, qui évolue dans les 3 dimensions, et particulièrement en voltige, l'agilité de l'avion permet de générer de très fortes accélérations ou facteurs de charge. Par exemple, lors de cette figure, un avion A va cabrer, c'est-à-dire tirer vers le manche, tandis que l'avion B va piquer, c'est-à-dire pousser le manche pour monter également. Pour l'avion A, le facteur de charge est donc positif. L'effet sur le corps est une forte accélération et une sensation de pesanteur forte, et le corps entier se trouve plaqué vers le plancher de l'avion, y compris le sang du pilote. C'est ce qu'on appelle des G positifs. A l'inverse, dans l'avion B, l'accélération va se diriger vers le haut du corps, et la sensation de pesanteur va être totalement inversée. Le sang, comme tout le reste du corps, va donc se diriger vers la tête du pilote. Là où un humain peut supporter une dizaine de G positifs pendant quelques secondes, il supporte beaucoup moins les G négatifs. Et évidemment, selon la durée et le nombre de G positifs ou négatifs, cela peut blesser, voire tuer. Évidemment, les avions ont une tolérance limitée selon leur robustesse et soumis à trop d'accélération, leurs éléments peuvent se déformer, voire se briser.
C'est pourquoi ils ont des limites à ne pas dépasser. Dans le cas des avions de voltige, ces limites sont tout de même supérieures à celles du corps humain. Les figures doivent donc ne pas mettre en danger le pilote. À bord des avions de chasse, une technologie permet tout de même aux pilotes de mieux supporter les jets positifs afin d'être agiles au combat. Le pantalon anti-jet que le capitaine Denis va vous présenter. Donc le pantalon anti-jet, comme son nom l'indique, eh bien c'est un pantalon un petit peu spécial, voilà, qui vient de l'abdomen jusqu'au mollet, que l'on porte sur les avions de chasse, là où on prend des accélérations, des facteurs de charge, eh bien, pour aller jusqu'à 10 G pendant quelques dizaines de secondes parfois. Donc avec un système de vessie, voilà, il est relié à l'avion qui va venir eh bien, créer une surpression et venir vous comprimer tous les membres inférieurs pour limiter l'afflux sanguin vers les parties basses, puisque le principal danger, eh bien, c'est la perte de conscience qui est due justement à la diminution de la pression de sang dans le cerveau, puisque le sang avec les jets eh bien, va venir vers les parties basses de votre corps. Donc justement en comprimant vos cuisses, tout l'abdomen, on va limiter justement le sang qui va descendre, et plus vous allez prendre de jets, plus votre pantalon va se gonfler. Et justement ça va vous aider à résister à ces fameux jets. Donc sur l'extra, évidemment, on ne peut pas malheureusement porter ce système, puisque comme tout système, eh bien, ça pèse un certain poids, et sur notre extra, eh bien, c'est vraiment la chasse au poids. Voilà, on veut avoir un rapport poids-puissance le plus performant possible, et donc on ne peut pas se permettre d'avoir ce système. Malgré ça, on prend quand même les mêmes jets que dans des avions de chasse, et les mêmes jets en négatif. Néanmoins, ce système ne marche que pour les jets positifs. Voilà. En voltige, les pilotes ressentent donc pleinement le facteur de charge et les figures doivent donc s'adapter à la résistance du corps humain à ces accélérations. Et ces figures, parfois imposées en compétition, doivent être codifiées. Beaucoup de gens, qui ne connaissent pas l'aviation, s'imaginent que les pilotes d'acrobatie ne sont rien d'autre que des tout-fous avides de glorioles. Mais ils ne se rendent pas compte que, pour réussir ce spectacle qui les amuse en les faisant frissonner, le pilote est absolument sûr de lui, et que lui ne frissonne pas en amorçant un looping à l'envers. Il ne frissonne pas, parce qu'avant de tenter cette figure devant des milliers de personnes, il lui a fallu des heures et des heures de travail, tout connaître de l'aviation, et surtout aimer passionnément cette aviation. Nous sommes en janvier 1938, en Espagne, alors en plein milieu d'une guerre civile. Âgé de 21 ans, le jeune José Luis Aresti Aguirre décide d'abandonner ses études de médecine et de s'engager en tant que pilote militaire. Il se spécialise dans le maniement du Polikarpov I-16, de fabrication soviétique, un avion de chasse extrêmement rapide et maniable. C'est là qu'il s'initie à la voltige aérienne, une discipline qui va bientôt aller de pair avec son nom. Au début des années 60, il publie un catalogue de dessins chargé de codifier clairement les figures acrobatiques lors des compétitions. Les concours étant internationaux, ce catalogue de figures dessinées permet à n'importe quel compétiteur de comprendre le programme imposé de vol, et ce, quelle que soit sa langue d'origine. Le code Aresti est né. Chaque figure commence par un point, le départ, et un trait vertical, la fin. Parfois facile à comprendre comme cette simple boucle, ce n'est pas le cas pour tous les symboles, comme va vous le démontrer Alexandre Orlovski, alias Popov, ici aux commandes de notre biplace. Par exemple, pour cette figure, ça donne ça. Oh, oh. Là ça va. Ouh. Pour cette figure-là, ça donne ça. Alors on regarde à gauche. On regarde à gauche. Un renversement dans 10 secondes, même pas. Ça donne ça. Et ça donne ça. Ouh. Ok. Et pour cette figure-là, ça donne ça. Wow. Oh putain.
Le code Aresti est officiellement reconnu par la Fédération aéronautique internationale au milieu des années 60 et reste le standard de toutes les compétitions de voltige officielles encore aujourd'hui. C'est la partition de ces virtuoses du ciel. Un vol de voltige ne laisse donc aucune place au hasard. Lors des compétitions officielles, les pilotes doivent dérouler un programme imposé ou non dans un cube virtuel de 1000 mètres de côté, 1000 mètres d'altitude et 1000 mètres de profondeur. Ces limites, invisibles, sont tout de même tracées au sol, permettant non seulement aux pilotes d'avoir des repères, mais aussi aux juges de vérifier qu'ils respectent leurs limites d'évolution. Ces repères sont également présents à plus petite échelle, permettant aux pilotes de répéter leur vol. C'est ce qu'on appelle la musique. Chaque geste du vol est mémorisé, répété, visualisé. Le pilote peut ensuite grimper dans son avion et exécuter sa partition. Pendant les entraînements, un autre pilote lui donne en temps réel ses impressions sur les figures, tandis que le caméraman ne rate pas un morceau du vol à des fins de débriefing. Alors une compétition, ça dure environ une semaine, une petite semaine. C'est assez variable, mais il y a au moins deux ou trois vols au minimum. En général, il y en a 4. On a en général un vol par jour. On a différentes catégories, comme dans tous les sports. Donc on a 3 catégories en niveau biplace et 3 catégories en niveau monoplace. Nous, à l'équipe de voltige, cette année, on est tous dans la dernière catégorie monoplace, donc la catégorie reine, qu'on appelle élite. Quand on arrive sur le site de la compète, eh bien, on a un briefing général qui nous fixe les règles de la compétition. Ensuite, on a les différents vols. Donc le premier vol, c'est ce qu'on appelle le connu libre. On a chaque année, si vous voulez, la fédération nous donne 5 figures à voler, qui sont les mêmes pour tous les concurrents. Chaque concurrent construit son programme avec ces 5 figures obligatoires et en respectant tout un tas de règles, donc en rajoutant d'autres figures. Ensuite vient le tour des vols inconnus. Donc ça, ce sont des vols que l'on n'a jamais volés. On les a soit la veille, soit le jour J, le jour du vol. Donc là, on n'a pas pu répéter dessus. Tous les concurrents sont dans le même cas. Et la première fois qu'on le vole, c'est devant les juges, c'est noté, voilà. Donc pas droit à l'échec. Donc là, il y a 2 ou 3 vols comme ceci, donc les inconnus. Et ensuite, il y a un dernier vol qui est facultatif, qui est du libre intégral, donc là qui est un petit peu plus artistique, on va dire, donc avec du fumigène. Ce sont des figures qui là pour le coup sont complètement créées par le pilote. C'est un petit peu ce qu'on fait nous en meeting aérien, donc voilà, c'est un peu plus visuel comme vol. Tous ces programmes sont notés par des juges. On compare souvent ça à du patinage artistique, dans la façon de noter les vols. C'est-à-dire que les juges vont noter toutes les figures de façon individuelle, avec tout un tas de critères très très précis. Ensuite, ils vont noter la globalité du vol. Ils vont retirer des pénalités si par exemple le pilote est trop descendu ou a volé trop haut ou trop loin ou trop à droite, trop à gauche. Il y a tout un tas de critères qui sont très précis et très nombreux. En fait, on part d'une note de 10 sur 10 pour chaque figure. Et à chaque fois que le juge décèle une erreur, eh bien la note diminue en respectant des règles toujours très précises. Voilà, donc ça c'est le même principe pour chaque vol. Et puis, eh bien, comme dans tous les sports, on fait ensuite la moyenne de tous les vols pour avoir un classement individuel, un classement par équipe. L'équipe de voltige de l'armée de l'air participe depuis plus de 50 ans à ces compétitions internationales civiles, et malgré des débuts difficiles, elle est aujourd'hui reconnue et même indissociable de ce sport. En 1962, l'aviation légère de l'armée de terre, ou l'ALAT, crée sa propre équipe de voltige pour l'engager sur les compétitions internationales. L'armée de l'air, c'était la grande absente des compétitions de voltige et même du monde de la voltige en général. Donc suite à ça, eh bien, l'armée de l'air a souhaité emboîter le pas à toutes ces grandes formations pour avoir sa propre unité. Fin des années 60, l'aventure a commencé. En 1967, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Morin, crée l'équipe de voltige de l'armée de l'air. Un an plus tard, l'équipe s'établit à Salon de Provence, équipée d'abord de Stampes, et rejoint la Patrouille de France en tant qu'équipe de présentation de l'armée de l'air.
Un lien va alors se créer entre les deux unités, véritables ambassadrices de l'armée de l'air, et une démonstration quotidienne de savoir-faire et de rigueur pour les jeunes élèves aviateurs et aviatrices de l'école de l'air présents sur la base. Et on va dire que les 20 premières années, ça a été l'époque des pionniers. Il a fallu un petit peu défricher tout ça, se remettre à niveau par rapport à la concurrence, et puis ensuite faire progresser la discipline, que ça soit au travers des pilotes, mais également des machines. À l'époque, la France n'avait pas forcément des avions très performants. Et donc, tout ça, ça va évoluer un petit peu de concert, c'est-à-dire que tantôt, l'EVA va s'inspirer du monde de la voltige au sens large, et puis dans d'autres situations, c'est l'EVA qui va carrément tirer le monde de la voltige vers le haut. Et donc jusqu'au milieu des années 80, on va avoir un peu l'époque où les pilotes vont manger leur pain noir avec des machines qui vont permettre de briller au niveau national, mais pas forcément au niveau international. Par contre, c'est des machines qui ont marqué toute une génération de pilotes. On pense notamment au Cap 10, qui a permis la sélection de nombreux pilotes dans l'armée de l'air et qui continue encore à sélectionner des pilotes militaires chez nos amis marins. Et son grand frère, qui était le Cap 20, la version monoplace. Mais ces avions, qui permettent à l'équipe de briller au niveau national, ont du mal à obtenir de bons résultats face aux avions étrangers, notamment soviétiques. Donc il faudra attendre le milieu des années 80, avec sous l'impulsion de l'armée de l'air, l'arrivée d'un appareil qui va vraiment changer la donne. L'armée de l'air, avec le constructeur Mudry, donc qui fournissait déjà les caps, demande sur un cahier des charges d'avoir un avion performant, un monoplace. Et le cahier des charges, c'est de pouvoir d'installer un moteur d'Epsilon. L'Epsilon, c'était l'avion d'entraînement qui formait pas mal de pilotes déjà à l'époque, et qui avait un moteur de 300 chevaux. Et donc, le but, c'était de pouvoir mettre un moteur sur un avion de voltige, et donc va naître le Cap 230, qui va permettre à l'équipe de voltige de l'armée de l'air de connaître vraiment ses premiers succès au niveau international. Donc ça va commencer en 1988 avec Patrick Paris qui va remporter le libre intégral, et 2 ans plus tard, on va avoir Claude Bessières qui va devenir le premier champion du monde français en remportant le titre suprême en Suisse, c'était à Yverdon. Et donc 4 ans plus tard, on va avoir Xavier de Lapparent qui va devenir champion du monde, et les avions vont évoluer. Le Cap 230 va devenir Cap 231, puis Cap 232. Donc avion à aile carbone, et qui va vraiment permettre d'augmenter les performances. Donc l'équipe de voltige, elle, dans les années 90, va continuer à évoluer sur Cap 231, donc avec un appareil qui pour le coup va être un peu moins performant, et va retrouver encore le chemin du succès dès la fin des années 90, début des années 2000, parce qu'elle va recevoir les Cap 232, et pareil, ça va permettre à toute une génération de pilotes de commencer à rebriller au niveau international. Malheureusement, en 2005, le capitaine Jean-Michel Delorme est tué lors des championnats de France de voltige à Saint-Yan, lorsque son Cap 232 se disloque en vol. L'équipe de voltige de l'armée de l'air est brutalement stoppée et se met à la recherche d'un nouvel appareil plus performant. Cette pause va durer 3 ans. Et donc c'est en 2008 que le constructeur allemand Walter Extra est en train d'expérimenter un nouvel appareil, un monoplace assez prometteur. Et là encore, il va faire appel à l'expérience des pilotes de l'équipe de voltige pour venir essayer cet appareil et puis commencer à échanger et affiner. L'avion est déjà bien développé, mais bon, on sait qu'en voltige, c'est une histoire des fois de détails. Et effectivement, les pilotes de l'équipe de voltige, qui ont acquis pas mal d'expérience, vont pouvoir apporter leur expérience en la matière. Et donc, dès 2008, on va avoir l'acquisition de 3 nouveaux appareils, dont nos 2 monoplaces qui sont des Extra 330 SC. Donc ça va là encore marquer un tournant dans l'histoire de l'équipe. Et cet appareil va vraiment briller aux mains d'un pilote bien connu de tout le monde, c'est Renaud Ecal, qui dès 2009 va devenir champion du monde de voltige. En 2010, champion d'Europe. Mais encore une fois, le destin frappe l'équipe quand Renaud Ecal,
accompagné de sa femme et de ses 2 enfants, trouve la mort dans le crash de leur avion lors d'un vol de tourisme. Mais malgré ça, on sait qu'il va laisser un gros héritage à la Voltige, encore une fois militaire, mais Voltige au sens large, avec un style de pilotage qui était propre, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus engagé. Et forcément, ça va inspirer toute une génération de pilotes. Et rapidement, en 2013, on va avoir le capitaine Le Vot, qui va également remporter un titre de champion du monde. 2015, ça sera mon tour de remporter ce titre. Et au cours des années, les trophées s'amoncellent dans le hangar de l'équipe, qu'ils viennent des championnats de France, d'Europe, du monde, en individuel comme par équipe. Je crois que j'avais essayé de lister le nombre exact de titres qui avaient été remportés. Ça fait une longue page. Mais en fait, on va résumer depuis 1990, ça sera beaucoup plus simple. Donc depuis 1990, on a eu 4 champions du monde individuels. Claude Bessières le premier, Renaud Ecal, François Le Vot et moi-même en 2015. On a eu 2 champions d'Europe individuels, donc Renaud et moi-même. Et ensuite, une multitude de titres de champion de France. Je crois que j'en ai compté au moins une dizaine. Alors ça, c'est juste pour la catégorie élite. Après, il faut savoir qu'en voltige, on a des catégories en dessous qui permettent en fait de monter pas à pas. Et globalement, à chaque fois, on a toujours, dès qu'un pilote de l'EVA est engagé sur ce genre de discipline, il est au moins toujours dans les 3 premières places. Tout semble simple et naturel à l'œil du spectateur non prévenu. L'avion d'un champion paraît s'inscrire de lui-même sans effort dans les trajectoires les plus complexes, avec une sûreté désinvolte comparable à une certitude quasi mathématique. N'est-ce pas, d'ailleurs, le sommet de l'art que d'accomplir avec une sorte de nonchalante aisance les gestes intrinsèquement les plus difficultueux, en laissant croire aux assistants que chacun d'entre eux serait presque en mesure d'accomplir les mêmes éblouissantes chevauchées célestes ? Malgré tout, le VAA reste une petite équipe, et bien que militaire, leurs relations avec le public et les compétitions civiles font de l'EVAA une structure pas comme les autres. Alors l'équipe, elle est articulée autour de 3 piliers. Ce qu'on va appeler la partie opérationnelle, ça regroupe plutôt le parti navigante, c'est-à-dire les pilotes. Donc actuellement 5 pilotes. Ensuite, on va avoir la partie technique. Donc ça, c'est la mécanique qui va pouvoir assurer la maintenance des appareils. Et ensuite, tout ce qu'on va appeler le soutien opérationnel. Ça peut être des agents d'opération. Donc ça, ce sont ceux qui vont aider à la planification de l'activité. Mais également des spécialistes, par exemple, de communication ou encore vidéo, photo. En gros, l'équipe de voltige, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un mini-escadron. C'est-à-dire que dans un escadron, on va retrouver exactement, finalement, les mêmes compositions, à la fois la partie ops, la partie technique et du support. Et tout ça, le but, c'est que ça soit adapté aux besoins de la mission. Donc pour nous, c'est de faire voler des avions de voltige, à la fois en compétition, mais également en meeting pour rayonner pour l'armée de l'air et de l'espace. À l'EVA, on a un rythme qui est très particulier parce que c'est un sport. Donc on a un rythme qui est plus calé sur des sportifs de haut niveau que sur des pilotes militaires. Donc en gros, l'année on la sépare en 2. On a 6 mois de meeting et de compétition, de mai à octobre, et 6 mois d'entraînement, donc de novembre à avril. On va partir de novembre, donc qui est la fin de la saison des meetings. Novembre par exemple, ça va être un mois un petit peu off, ça va être surtout de la récupération, on va très peu voler, on va se remettre de la saison. C'est extrêmement important dans un sport de haut niveau. À partir de décembre, on reprend les entraînements progressivement. Donc progressivement, ça veut dire on va rarement faire 2 vols dans la journée dans cette période-là. C'est un vol par jour et pas forcément tous les jours. Donc c'est vraiment, on remet le pied à l'étrier très progressivement. On va attaquer sérieusement les entraînements à partir de fin janvier, début février.
où là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va se retrouver à faire 1 à 2 vols par jour tous les jours, mais toujours pareil, de façon relativement irrégulière, c'est-à-dire qu'on aura des phases intenses pendant lesquelles on fait 2 vols par jour pendant une semaine, des vols complexes, des vols type compétition, et puis à la suite de ça, on se fait 1 ou 2 semaines on va appeler ça du maintien de compétences. Donc le but, c'est de pas se fatiguer. Au moment de la compétition, eh bien, il faut avoir suffisamment d'énergie. Donc on va placer le curseur comme ça, on va le déplacer en fonction de notre état de forme et puis de l'avancement de la saison hivernale. Ensuite, on attaque la saison, comme je le disais, en mai, en moyenne. Donc là, à partir de mai, on va rajouter notre casquette de démonstrateur. Ça veut dire que tous les week-ends, on sera en meeting, on sera en déplacement. En général, on part le vendredi, on revient le lundi, et on fait 1 à 2 meetings dans le week-end, un samedi, un dimanche. Donc là, c'est du show aérien. C'est pendant ces vols-là, on va faire du freestyle. Donc on va pas s'entraîner pour les vols compétition. C'est vraiment 2 vols très différents. Ça veut dire qu'en rentrant, eh bien, on va prendre une journée de repos pour se remettre de tout ça, donc en général le mardi. Et puis, eh bien, mercredi, jeudi, vendredi, on va revoler pour s'entraîner pour les échéances de compétition futures. Ça, c'est notre rythme pendant toute la saison des meetings. Donc voilà, c'est très très variable. Ça dépend vraiment de la période de l'année. Alors qu'un pilote militaire lambda va toujours avoir à peu près le même rythme, 1 ou 2 vols par jour, toute l'année. Il y aura juste une petite période différente quand les pilotes partent en DETAM, donc en opération extérieure. Mais en général, ils ont toujours à peu près le même rythme, contrairement à nous. L'équipe de voltige, ça va faire une dizaine d'années que j'y suis. Donc forcément, je suis plus proche de la fin que du début. En fait, c'est une unité qui est vraiment attachante, que ça soit par beaucoup d'aspects. On a encore pas mal de contacts avec nos anciens. On essaye tant bien que mal d'organiser des fois des journées. Et en fait, c'est vraiment ce qui frappe, c'est-à-dire que tous les gens qui sont venus à l'EVA, alors certains étaient vraiment à la base des passionnés de voltige avant d'y rentrer, donc forcément ont pu exprimer tout leur potentiel dedans, mais d'autres ont appris finalement à découvrir cette unité alors qu'ils n'étaient pas forcément voués à y venir au départ. Mais à chaque fois, tous ceux qui y passent, eh bien en fait, ils ressortent toujours avec le même sentiment, c'est-à-dire que il y a vraiment un profond sentiment d'attachement et d'appartenance à une famille. Et c'est vrai que c'est une unité qu'il faut vivre de l'intérieur. Il y a beaucoup d'échanges. C'est vraiment l'avantage, c'est vraiment une toute petite famille. Tout le monde vit les uns avec les autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs, en tout cas. Peut-être à chaque fois ce que je dis, ça me fait penser finalement un petit peu à ces escadrilles qu'on pouvait voir lors de la Première Guerre mondiale avec des unités un petit peu plus resserrées. En tout cas, moi je sais que ça fait 10 ans que j'y suis, ça passe très vite. Quand je regarde en arrière, il y a vraiment des bons souvenirs et je sais que maintenant, dans quelques années, en tout cas dans quelques temps, il faudra céder la place et c'est normal parce qu'il y a un moment où il faut que les choses évoluent. Mais forcément, il y aura vraiment une touche particulière pour cette unité et je pense que ça va être assez dur de partir. Ainsi, en plein ciel, on a une impression de domination totale. On sent qu'on impose à son avion sa volonté la plus complète. On perd la notion qu'on est un être humain soumis aux lois de la nature. Il n'y a plus de gendarmes pour vous imposer d'aller moins vite. Il n'y a plus de loi pour vous empêcher de monter ou de descendre à votre guise. On se sent devenir un oiseau. On se sent merveilleusement libre. En fait, quand on intègre l'armée de l'air, on rentre dans l'armée pour très souvent par passion de l'aéronautique. Mais il y a une autre passion qui est très importante, c'est la passion du pilotage. On l'a pas forcément tous, elle n'est pas essentielle pour être pilote militaire. Il se trouve que moi je l'ai, et donc la voltige, eh bien c'est la définition même du pilotage. C'est vraiment ce qui m'a tiré. C'est comme piloter une Formule 1, si ce n'est qu'il y a la 3e dimension en plus. Donc c'est un sport de haut niveau qui nécessite d'être à 200%, qui nécessite beaucoup d'engagement. C'est toutes ces raisons qui m'ont attiré vers la voltige. Ce que je dis, on a la chance de pouvoir vivre au milieu de nos avions. C'est pareil, c'est pas donné. Et ce que je me rends compte, ça fait 10 ans que je passe devant et ça fait 10 ans que j'ai toujours le même regard sur eux. Des fois, je m'arrête dans le hangar et je les observe parce qu'il y a vraiment, c'est des machines qui sont vraiment formidables. Et quiconque vole dessus vraiment prend à la fois du plaisir. C'est vraiment des purs sang. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans ces machines et dans cette manière de voler.
peut être un bon pianiste sans être capable de jouer le concerto en mi bémol de Liszt. On peut être un bon pilote sans être un maître de la voltige aérienne. Mais le pianiste qui joue le concerto de Liszt est un virtuose, un maître. L'aviateur qui peut réussir toutes les figures connues de la voltige est lui aussi un maître, un virtuose. Si l'on peut dire, le pilotage d'acrobatie consiste à se mettre dans les situations les plus difficiles et à s'en sortir le plus élégamment possible. C'est ainsi que Michel Destroyat décrivait la voltige aérienne, qui, plus de 100 ans après ses débuts, continue à émerveiller les spectateurs du monde entier par la technique qu'elle demande. Une discipline née de la volonté de repousser les limites des machines et du corps humain, et qui, encore aujourd'hui, fait rayonner la France, et en particulier l'armée de l'air et de l'espace. Ok, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ou sinon, si ça vous a pas plu, mettez un pouce en bas. Allez, merci encore à toutes les équipes de la base aérienne 701 de Salon de Provence. On se retrouve très bientôt sur Start. Ciao!